This meeting is being recorded. Got it. Ok. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, c'est Myriadeg qui va nous parler de GIS, donc de traitement de données spatiales. Vous avez déjà affiché un peu la stack sur laquelle il va s'appuyer. Synalytic est super heureux de vous présenter comment dirais-je, toutes ces petites choses, mais mis bout à bout et ensemble permettent de traiter de la donnée spatiale et vous allez voir, en fait, c'est des données qui sont très pratiques aujourd'hui, quel que soit le traitement enfin, qu'on doit réaliser. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a fort longtemps maintenant à l'échelle de l'Internet que oui, 80% des données enfin, sont produits dans le temps, effectivement, mais surtout sont produits enfin, dans l'espace. Ils sont géocodables, quoi. Enfin, ils peuvent être géocodés. Et donc, voilà, enfin, c'est pour ça que c'est super utile, pratique d'avoir enfin, ce type d'information couplé à ses propres données pour faire des analyses qui vont un peu au-delà de la BI, on dira, classique, l'informatique décisionnelle classique. Donc, je passe tout de suite la main à Myriadeg qui va nous présenter effectivement enfin, comment est-ce qu'il manipule toutes ces données spatiales. Oui, bonjour à tous. Pour commencer, je remercie Synalytic, Charlie et Marc de nous accueillir. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de données spatiales, de géographie. Alors, je vous partage à l'écran cette image que vous voyez. Très bien, donc je vais vous présenter, en gros, c'est le back-end dont je me sers pour concevoir des applications. Alors, sur la gauche de l'image, donc évidemment tout est dockerisé. Donc on a un premier Docker Network auquel vont venir se greffer tous nos outils, à commencer donc par PostgreSQL, serveur de base de données libre, auquel on va rajouter des extensions, à commencer par PostGIS, l'extension spatiale de PostgreSQL, qui permet de manipuler de la géométrie. Donc la géométrie et les fonctions spatiales dans PostGIS obéissent à des standards que l'on appelle OGC, OpenGIS. Si vous avez déjà manipulé ce genre d'outils, c'est des fonctions avec un préfixe en ST pour Spatial Type, et ensuite la géométrie est stockée en binaire hexadécimal. Ce qu'on appelle le WKB pour Well-Known Binary. Voilà. Donc la géométrie est bien sûr exprimée dans un système de référence, un système de coordonnées. Typiquement, les coordonnées de type GPS, on l'appelle 4326, c'est son petit nom. Voilà, donc comme PostGIS, donc c'est une extension de Postgre, je vais lui rajouter de nouvelles extensions. Donc, ce sont les trois petits cartouches au-dessus de Postgre que vous voyez ici. Donc, raster, c'est pour traiter de l'imagerie sous forme de pixels directement en base de données. Évidemment, c'est amusant de requêter des pixels en SQL. Et les H3, c'est un système d'indexation par hexagone. Hiérarchique. Ça vient de chez Uber. Donc c'est assez intéressant, c'est une autre façon d'aborder l'indexation spatiale. Et ensuite, donc, tout en haut, pg.cloud, qui est une extension très spécifique destinée à traiter les nuages de points LIDAR. Donc typiquement les données collectées par un aéronef avec une boule laser. Alors ensuite, au milieu, en haut, ce sont les outils dont je me sers comme ETL ou ELT. GDAL, ça veut dire Geometric Data Abstraction Library.
Donc, c'est un super couteau suisse qui permet d'importer et d'exporter des données, une dizaine de formats de données spatiales différentes. Ensuite, donc Point Cloud Data Abstraction Library, c'est l'utilitaire dont je me sers pour importer justement des nuages de points laser. Et le dernier, donc AMP OSM3, donc, qui est un outil d'import des données OpenStreetMap, qui sont un peu complexes. Donc OpenStreetMap, c'est des données non structurées sous forme d'un méga fichier XML. Donc pour importer de la donnée en base, il faut passer par un utilitaire qui va opérer un mapping. Alors, juste ensuite à droite avec la petite loupe, c'est les données OpenStreetMap. Donc, que je peux importer dans ma base pour m'en servir, mais que je peux également connecter via des API. Alors, les 3 API qui viennent se brancher sur le système seront une API de calcul d'itinéraire automatique, donc du routing. Basé sur le même algorithme, on va pouvoir utiliser une API qui va générer des polygones isochrones. Donc, je reviendrai là-dessus juste ensuite. Et puis des matrices des distances par la route. Alors évidemment, donc, quand on parle données spatiales, on parle aussi géocodage, donc c'est l'API qui est en bas. À savoir comment récupérer les coordonnées longitude, latitude à partir d'une adresse postale. Donc c'est souvent une étape cruciale dans les traitements géographiques, puisqu'on récupère souvent des fichiers d'adresse plus ou moins propres qu'il faudra positionner sur la carte. Pour finir, donc, je vais vous présenter un serveur de tuiles vectorielles. Donc c'est la dernière cartouche au milieu en bas. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, une fois qu'on veut poser des données sur une carte dans un navigateur, bon, si c'est un petit fichier, ça va. En revanche, si on veut afficher une table très volumineuse, on va commencer à avoir des problèmes. Au-dessus de quelques mégas, le navigateur ne sert plus à rien. Donc, comment visualiser de la donnée volumineuse et complexe? C'est tout le problème. Donc, je vais vous présenter cette technologie qui me plaît beaucoup. Alors, je vais changer d'écran. Donc, pour finir sur cette slide, donc en bas à gauche, vous avez PG Modeler, donc le petit éléphant avec un fond rouge et bleu et vert. Et PG Admin, donc je vais commencer par vous montrer ça. Donc, PG Modeler, c'est un client graphique de modélisation SQL. Alors je vais basculer sur ça. Donc voici le contenu d'une de mes bases de données. Vous voyez pas là? Je confirme qu'on n'a pas d'image. Je m'en occupe. New share. Ouais. Alors. Super. Voilà. Je sais Si, tu vois quelque chose toi. Ouais. Voilà, donc là c'est un client de modélisation SQL que j'ai branché sur une de mes bases qui permet de visualiser le contenu. Et c'est toujours utile pour les administrateurs de bases de données d'avoir un client graphique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est quand même assez pratique. Et ensuite, je vais vous présenter donc, un autre outil. Voilà. Ça recommence. Détend. Ok.
Il faut que tu refasses un new share de l'impression. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà. Voici le contenu de ma base de données. J'ai tendance à classer les données par schéma, comme vous le voyez à gauche, par source. Donc un schéma pour les données INSEE, un schéma pour les données OpenStreetMap, et ainsi de suite, un schéma pour les données UVM. Donc typiquement, dans Gouv, je vais stocker le cadastre. Alors le cadastre, c'est une table très volumineuse, donc j'ai utilisé le système de partitionnement PostgreSQL. Donc on a une table Merville qui s'appelle 4 parcelles, à laquelle sont rattachées donc, toutes les partitions par département, ce qui permet de requêter plus vite la donnée. Je vais vous présenter les web services. Donc, pour ce faire, hop. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Ah voilà, c'est ça que je veux partager. Non. Non, c'est pas ça que je veux partager. Je voudrais partager le navigateur. Ah. C'est le conf. Non, ouais. Ouais. Fais full screen, je sais pas s'il propose l'intérieur screen ou pas. Là, il va tout partager. Bon. Faisons ça. Alors, vous voyez quelque chose là? Oui? Ok, désolé. Alors, de quoi il s'agit? Donc, le format utilisé, c'est GeoJSON. Donc, le GeoJSON, c'est des features. Et dans chaque feature, on a de la géométrie et des properties. Donc, en gros, une feature égale un point ou un polygone. Donc là, on a des points. Les coordonnées que vous voyez ici, donc c'est des coordonnées longitude, latitude type GPS. Et ici, vous avez les mêmes coordonnées, mais exprimées dans le système légal français qui s'appelle Lambert 93. Donc, comment ça fonctionne? C'est une API REST classique. Vous saisissez votre adresse. Vous avez même le droit de faire des fautes d'orthographe. Je vais essayer avec une faute d'orthographe. Et donc, ça me renvoie la bonne, déjà, ça me renvoie la bonne adresse. Hein. Et les coordonnées sur la carte. Avec également une indicatrice de qualité, qu'on voit ici dans Type. En l'occurrence, donc là, il a trouvé la bonne plaque de rue. Donc, c'est un niveau de qualité excellent. Précision. Je vais vous présenter ensuite l'API d'Isochrone. Vous voyez quelque chose? Donc, les trois web services que je vous évoquais, donc calcul d'itinéraire, routing, polygone Isochrone et distance matrix. Donc, dans les trois cas, c'est des services post. Résultat, donc, si on envoie un appel au service Isochrone en lui passant des coordonnées longitude, latitude, on va récupérer un GeoJSON qui ressemble à ça. Pour savoir la zone à laquelle on accède en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Alors ce type d'analyse,
C'est assez intéressant derrière de croiser ces polygones avec des données sociodémographiques ou alors avec des points d'intérêt, de façon à détecter les services à proximité d'un point donné ou déterminer la démographie d'une zone. Ou encore pour ceux qui sont dans le marketing, pour analyser les zones de chalandisme. Donc c'est assez utile, ça utilise le réseau routier d'OpenStreetMap qu'il faut transformer au préalable en graphe routier, bien sûr, en graphe orienté. Donc c'est une API assez utile dans une stack back-end géographique. Alors ensuite, je vais vous présenter un serveur de tuiles vectorielles. Alors, je vais vérifier s'il est bien allumé dans Docker, c'est le cas. Donc, voici le serveur de tuiles. Alors, il est connecté directement à la base de données. Ça veut dire qu'une modification côté base sera répercutée dans cet index dans ce reflet de la base de données. Alors, je vais le prendre comme exemple, voilà, donc ça, je vais prendre pour exemple les parcelles du cadastre. Donc là, on a affaire à des millions d'objets. Et vous voyez que la navigation est fluide, donc c'est assez agréable. Alors pourquoi c'est rapide? Tout simplement parce que la donnée est découpée en carreaux, que vous voyez ici. Donc c'est des petits carreaux de 1024 pixels au carré qui contiennent de la donnée vectorielle qu'on pourra manipuler en CSS pour l'habiller pour le rendu cartographique côté client. Sujet dont Simon, ici présent, vous parlera juste après. Donc, je vais prendre comme exemple, je me repositionne dans le serveur de base de données. Je vais juste créer une vue toute bête, select étoile from ma table. Donc, exécute la vue. La vue a dû arriver en principe par ici. Eh bien, c'est pas le cas. Ah non, je l'ai mise dans le public. Donc la vue est arrivée ici. Donc, je vais vérifier qu'elle est désormais disponible. Donc elle va arriver ici dans le public. Et voilà. Donc d'un point de vue métadonnées, ça ressemble à ça. Et ce que vous voyez en bas là, c'est l'URL que vous pourrez utiliser dans votre front, ou même dans Tableau Software, je pense. Je pense que dans Tableau, on est à même de lire une URL de ce type pour afficher de la donnée. Alors c'est une vue, donc il faut que le serveur exécute la vue. Je pense que ce qu'il affiche là, c'est ce qu'il avait en cache. Alors, quel est l'intérêt en plus de la performance quand on parle de tuiles vectorielles? C'est aussi que nos objets, c'est du JSON. Donc, en fait, si je clique, j'ai l'info vue avec le contenu exact de ma base, ce qui est quand même très agréable. Alors, je vais essayer de vous présenter d'autres types de données. Donc ça, ce serait... Donc c'est de la donnée que j'ai extraite d'OpenStreetMap. Donc comme vous voyez, c'est volumineux, ça met un peu de temps.
Alors ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais extrait toutes les emprises bâties de tous les bâtiments d'Île-de-France. Donc, on peut se promener dans la carte, on va aller voir la maison de la radio, quelque chose comme ça. Place de l'Étoile, Trocadéro, la Tour Eiffel. Vous voyez, donc avec toutes les informations extraites d'OpenStreetMap. Hein. Donc, souvent, la donnée n'est pas complète. Hein. On a beaucoup de champs vides dans OpenStreetMap. Néanmoins, on a quand même pas mal de choses. Là, par exemple, la date d'inscription au monument historique, que vous voyez là. La hauteur du bâtiment. Donc voilà, donc cette technologie me tient à cœur parce que la tuile vectorielle, c'est pas nouveau. Hein. On avait commencé ici chez Synaltic à manipuler cette technologie dès 2015-16, mais c'était pas encore mûr, c'était pas encore mature, il n'y avait pas de standard qui s'était imposé. Et maintenant, ça l'est. Alors pourquoi? Donc rien de nouveau, certes, mais néanmoins, pourquoi j'aime beaucoup cet outil que je vous présente là? C'est parce que c'est de la tuile vectorielle qui est générée à la volée depuis le serveur PostgreSQL. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Hein. Je n'ai pas besoin de régénérer des fichiers de tuiles. C'est un gain de temps considérable. Sachant qu'un fichier de tuiles, c'est très volumineux. Pour illustrer qu'est-ce qu'une pyramide de tuiles, bah, c'est ça. Hein. Quand on est au niveau de zoom planisphère à 0, on a un carreau, au niveau de zoom, le carreau va se diviser en 4, etc. Donc c'est exponentiel. Donc on se retrouve rapidement quand on est au niveau de zoom 18, hein, qui est le niveau de zoom rue, avec des millions de petits carreaux. Donc voilà, donc c'est de la donnée volumineuse et je suis très content d'avoir un outil qui m'évite d'avoir à régénérer ces pyramides de tuiles à chaque fois et qui me permet une lecture à la volée de mon serveur de base de données spatiale. Sachant que dans la projection classique, on va quand même jusqu'à 32 niveaux de zoom. 22. Ouais. 22 en pratique de 18 à 22, bon, c'est la même chose. Et le niveau 0 à 4, c'est le planisphère. Donc les pyramides de tuiles sont volumineuses entre le niveau 12 et le niveau 18. Quoi. Voilà. Que dire? J'aurais aimé vous parler des nuages de points laser. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps. Je vous ai évoqué l'extension H3. Donc H3, c'est cette indexation par hexagone, ça ressemble à ça. C'est assez étonnant. Hein. Mais bon, c'est à la mode et ça va vite. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de en reparler une prochaine fois. J'aurais vraiment aimé vous parler des nuages de points. Pourquoi? Parce que c'est de la donnée très volumineuse. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble en 2D, hein, puisque c'est de la donnée 3D. Donc, typiquement, ça, c'est des carreaux contenant des milliers. Alors, chaque carreau contient 400 points. C'est stocké par patch. En pratique, ça ressemblerait à quoi? Ah, voilà, ça c'est typiquement un relevé laser aérien. Alors, évidemment, là tout est aplati et en 2D, mais en réalité, ce genre de données vont faire quoi? Vont me faire une carte en 3D des arbres, des maisons, du terrain. Données duquel on pourra extraire des polyèdres ou un modèle de terrain ou un modèle d'élévation. Alors, là, dans cet exemple-là, c'était un survol en hélicoptère. Donc, c'était la trajectoire de l'hélico. Vous voyez que l'hélico, il a fait des petits tours sur lui-même, notamment ici, puisqu'il était dédié à surveiller, à l'entretien des pylônes électriques. Donc voilà, donc je pense pour une prochaine fois vous
faire un tutoriel un peu plus structuré sur les nuages de points parce que c'est vraiment une donnée en plein essor, notamment grâce à ce projet-là de l'IGN que je vais quand même évoquer rapidement. Donc là, vous voyez typiquement, ça c'est des points, c'est un nuage de points 3D laser. L'IGN est en train de survoler toute la France. Donc, c'est que mon PC, il y a un souci là, je sais pas. Je reboot. Ok. Juste l'icône. Je sais. Ouais, tiens. Après, c'est vrai que j'ai un peu besoin. J'ai un problème. Tu veux passer la main? Oui, Charlie, tu pourrais nous parler de pourquoi ça nous intéresse aussi chez Synaltic dans nos projets d'avoir des outils de carto comme ça. Ok. Donc, globalement, enfin, je disais en préambule. Est-ce qu'on m'entend bien là? Ouais, je t'entends. Vous voyez, c'est bon? Vous entendez, ouais. Attends, L'image est frise. il faut que je donne à Simon. C'est moi qui dois faire? Non, c'est Charlie. Charlie, tu peux donner la main à Simon? Donc, c'est S Maison. Non, Simon Tuillier. Simon Tuillier. Ici. Quoi? Oui. Vas-y. Ok, c'est bon. Alors bonjour, juste pour terminer rapidement cette petite présentation, on peut un peu évoquer ce qu'on peut faire en fait avec toutes ces données géographiques au niveau d'interface utilisateur, d'outils web et mobile. Donc ce que Mary a présenté sur le PG Tile Server, c'est toute la data engineering et les données géographiques derrière. Ça permet de mettre maintenant facilement et rapidement à disposition des données géographiques. En fait, quand il vous présentait l'interface web, c'est une interface de test qui vient avec ces outils et qui permet de visualiser sa donnée. En effet, la donnée géographique est quand même particulièrement intéressante affichée sur une carte. En données brutes sur un requêteur SQL, ça perd un peu de son intérêt. Mais donc, ces outils fournissent des API et il est très facile après de développer des clients web ou mobiles avec. Donc, là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit prototype qui a été fait avec une base React et la librairie MapLibre.gl pour la partie carte. Juste, je précise, MapLibre, c'est un fork de Mapbox.gl.js, mais qui est libre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et donc, bon, après, il y a d'autres alternatives. En open source, on pourra citer Leaflet. Open Layers, DeckGL. Aussi la librairie de Uber. C'est celle-là. Ouais, c'est ça.
Donc, MapLibre, on a trouvé ça un peu plus complet que Leaflet. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, maintenant, avec ce genre de librairie-là, c'est relativement rapide de commencer à faire des choses qui peuvent déjà être très sympas au niveau géographie. Déjà, quand on va vouloir faire des applications qui utilisent la géo, c'est bien de les penser avec vraiment des pages où l'élément principal, c'est une carte. Donc là, par exemple, je vais vous présenter. Share screen. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran? Donc, c'est vraiment une petite Thank you. Une petite interface très, très classique avec juste une barre de navigation et une carte. À noter que maintenant, c'est aussi assez facile de le faire en mode responsive, vu que il faut s'attendre à ce que ce genre d'outil soit aussi très utilisé sur des navigateurs Internet mobiles. Donc, si on change un peu les formats, on va pas avoir trop de soucis. Ah oui. La responsivité se fait quand même très bien avec tout ce qu'on a au niveau CSS et au niveau JS, JavaScript maintenant. Mais bon, ça reste quelque chose à prendre en compte pendant le développement. Donc, je vais juste vous présenter quelques features, mais Mary parlait des layers. En fait, du coup, il est possible, alors, on va toujours avoir sur une carte web comme ça, un fond de carte défini, et on va avoir des sources et des layers. On peut très bien activer ou inactiver à la demande. Par exemple, ici, j'inactive le cadastre pour juste retrouver le fond de carte et je peux le rétablir. Et là, ça recharge de nouveau toutes les données du cadastre qui viennent de la base de mairie. On peut aussi, en utilisant conjointement les librairies Carto et du coup React, la gestion des états de la page web, viser une commune, par exemple, en la recherchant. Bon, là, je vais pas le faire parce qu'il y a un petit bug et bon, ça va faire... Voilà. ça va faire ça. Mais bon, si ça marche, là, ça nous ramènerait exactement à l'endroit voulu. L'intérêt, ce qu'on voulait vous montrer à travers cet écran, c'est la fluidité de la navigation avec un volume de données tout à fait considérable, hein, parce que le cadastre, il y a quand même 80 millions de parcelles. Sauf qu'effectivement, le navigateur ne va pas toutes les charger à la fois, mais la base de données est capable facilement, en requêtage au fil de l'eau, d'alimenter mon navigateur sans trop de soucis. Et donc, après, au niveau des fonctions, il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Souvent, dans les applications qui utilisent la géographie, l'idée, ça va aussi permettre d'interagir avec des zones données, définir des trajectoires, planifier des trajets, analyser sur des zones données. Là, par exemple, pareil, on s'est remis au projet récemment, mais là, on est sur une page qui permet de sélectionner plusieurs zones du cadastre pour après générer un rapport uniquement sur les zones qu'on a choisies. Vous voyez toujours. Oui. Là, du coup, si je clique sur générer rapport, du coup, j'ai un slide de confirmation pour générer un rapport sur 2 zones de cadastre. Donc là, l'API qui permet d'alimenter ça n'est pas faite, mais vous voyez qu'on peut du coup
passer de pages géographiques qui permettent la visualisation et le requêtage en mode géographique à des pages d'outils plus classiques pour avoir des rapports d'analyse ou des formulaires. On regarde le heatmap. Si tu veux. Après, Ah oui. non, ça va apparaître, on fait pas. C'est juste que j'avais le petit souci à régler qu'il faut d'abord qu'il charge tout avant de faire. Tac. Tu veux parler un peu sur le heatmap? Ouais, bah ça, c'est un exemple de layer. C'est une carte de chaleur. C'est une fonctionnalité des librairies JavaScript Carto. Donc, on l'a dans Leaflet, mais on l'a aussi dans Mapbox. Et donc là, les points, c'est quoi? Bah, c'est les ventes d'immobilier de 2021 dans les Hauts-de-Seine. C'est un exemple de layer Carto. On a le fond de carte, le découpage des départements qui est en violet, là. Donc, si on enlève le cadastre, au dézoom. Oui, là, du coup, voilà. Donc, c'est en violet. C'est quand on enlève le cadastre, il est vraiment quand même. C'est l'effet des mots. C'est l'effet des mots. Voilà la petite ligne violette qui apparaît Ouais, voilà. sur le périph'. Donc voilà, Voilà, c'était une démonstration et finalement, bon, avec les librairies actuelles, c'est des choses qui s'implémentent assez bien et surtout avec du coup un back-end de Carto très efficace et très standardisé du coup en GeoJSON derrière. C'est des choses dont il ne faut pas avoir peur en tout cas, hein, si il y a des idées business, c'est pas de la rocket science de nos jours de faire ça. ouais, puis on peut monter une stack tout à fait efficace sans avoir à investir dans des licences, hein. On peut monter une stack 100% open source et tout en bénéficiant de performance. C'était aussi l'objet de cette présentation d'aujourd'hui. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à vous. On est à vous. Je m'entends pas, Marc. Ok, moi. Ok. Oui. Oula, j'entends de très loin en fait. Ouais, on n'entend rien. Qui veut prendre la parole? Ok, mais regardez, moi j'ai une question pour vous deux. Oui. Finalement, ici, tu viens de dire qu'avec les BIC en open source aujourd'hui, enfin, il était assez aisé de monter une stack. Oui. C'est toujours pareil, encore faut-il avoir les compétences et tout. La question que j'aurais pour vous, c'est plutôt de la constitution des données, la consolidation de ces données-là. Parce que finalement, la valeur, elle est surtout, elle est beaucoup là, enfin, dans la constitution des jeux de données. Et Oui. donc, c'est quoi ce travail? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, enfin, sur l'open data et tout? Alors, oui, c'est compliqué parce que faut comprendre quelque chose, c'est que dans le métier de la géographie, dans les métiers liés à la géographie, on a un vrai problème, c'est de devoir faire en permanence un compromis entre la qualité et la couverture. Alors, je m'explique. C'est très possible d'avoir de la donnée de très bonne qualité, mais très localisée, couvrant une petite zone. Avoir de la donnée de très bonne qualité, mais France entière, c'est difficile. Alors, on a des producteurs de données nationaux, hein, évidemment, comme l'IGN, qui, eux, vont produire des couches géographiques, effectivement, en France entière. C'est pour ça que j'évoquais le jeu de données LIDAR HD. Bon, bah, c'est loin d'être fini, c'est une campagne de collecte qui prend des années.
Après, sur les découpages administratifs, c'est très au point. Et, et ensuite, quand on rentre dans de la donnée un peu plus inhabituelle, on va dire, c'est assez difficile d'avoir une couverture sur France entière. Donc, c'est là où on commence à avoir un Ok. boulot de fouille des open data euh, pour pouvoir finalement agréger soi-même les données de plusieurs zones. Alors, Ouais, mais il y a pas que ça. la bouffe, c'est Il y un a peu aussi, la en fait, foire d'Antoine, quoi. ouais, il y a aussi la granularité de l'information que l'on va retrouver et Oui. finalement, compte tenu de cette granularité, arriver à la faire correspondre aux différents jeux de données que l'on peut comme ça glaner, quoi. Mais oui, il y a ça et il y a aussi, alors typiquement, je prends un exemple tout bête, c'est la donnée administrative en France. On a un producteur de couches géographiques qui est l'IGN et on a un producteur de statistiques qui est l'INSEE. Donc, Mhm. typiquement, si j'ai une nouvelle commune qui apparaît en France ou alors une commune qui disparaît ou qui fusionne, puisque ça arrive de temps en temps, ce sera publié au journal officiel du 1er janvier. Ouais. Mais l'IGN va répercuter la modification dans sa livraison d'après. Donc on a plusieurs fournisseurs qui traitent de la même donnée géographique et qui en plus sont en décalage. Donc là, c'est là effectivement qu'il y a un peu de boulot de recherche pour s'assurer de la qualité de la donnée, pour s'assurer aussi pour la fraîcheur des données. Et ensuite, le dernier sujet, c'est la multitude des formats. Donc, je vous ai évoqué rapidement les outils dont je me sers. J'aime beaucoup GEDAL parce que il sait parler une centaine de formats vectoriels différents. Donc, il y a aussi le sujet des formats, il y a le problème de la couverture, de la granularité, effectivement, et de la qualité. Alors, il y a une initiative qui était très intéressante, c'était l'initiative GeoSource, il s'agissait de gérer des géocatalogues de métadonnées géographiques. Donc ça, c'était une initiative intéressante. On peut se dire qu'on peut moissonner les catalogues des producteurs et être à jour. Ok. Donc Est-ce oui, qu'on est-ce qu'on il avait y a un vrai une autre sujet question? pour la manipulation de la donnée et la qualité et trouver les bonnes sources et ainsi de suite. Après, il y a OpenStreetMap qui est une donnée aussi très spéciale, hein, puisque la qualité n'est pas du tout homogène, même à travers les pays, mais même à l'intérieur d'un pays. Souvent, les grandes villes, c'est bien, la campagne, c'est un peu moins bien, et ainsi de suite. Donc oui, en géographie, on est tenu d'aller regarder la donnée à un moment donné. On est tenu de se promener dans la carte et de regarder ce dont on dispose. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Mary, une petite expérience que j'ai eue quand je travaillais dans une société qui concevait et déployait des bornes de recharge pour véhicules électriques. On confiait ces bornes-là à des prestataires pour les installer sur des sites. Et on devait quand même savoir où elles étaient, ces bornes, pour pouvoir les indiquer sur une carte à nos utilisateurs, qu'ils puissent les trouver et brancher leur voiture dessus. Et rien que ça, ça demande des processus de remontée de la donnée qui, s'ils sont pas bien mis en place dès le début, peuvent être assez compliqués en fait. C'est-à-dire que quand on confie le déploiement au prestataire et qui remonte pas la donnée, on doit un peu se débrouiller. Alors moi, je me retrouvais par exemple à renseigner des coordonnées des bornes un peu au jugé en regardant l'adresse. En regardant les photos aussi de déploiement, parce que beaucoup de photos prises par téléphone contiennent dans les métadatas les coordonnées GPS. Ça a marché bien, mais
Et aussi, bon, pour les données géographiques d'entreprise, localiser des équipements, des choses, voire y compris des choses qui bougent, hein, de la logistique, des colis. Il y a des choses qui permettent de localiser en temps réel de nos jours. Là, c'est aussi la mise en place de processus pour garantir une localisation géographique efficace et relativement fraîche aussi. Si vous avez des questions sur des jeux de données en particulier, n'hésitez pas. En fait, moi j'ai une question, c'est juste sur la carte. En fait, c'est par rapport au trait bleu. Est-ce que c'était un découpage par immeuble ou par route ou par... C'était le cadastre, c'est les parcelles du cadastre. On va réafficher si tu veux. faut m'expliquer ce qu'est un cadastre? Le Je connais cadastre, pas. bah, la propriété foncière. Ah, ok. Hein, attends, zoom un peu. Ouais. Oui, bah là, par exemple, c'est les parcelles cadastrales dans le 18e arrondissement. Alors, c'est pas forcément un bâtiment sur une parcelle, hein. On peut avoir un bâtiment à cheval sur plusieurs parcelles, on peut avoir plusieurs bâtiments sur une seule parcelle. Mhm. Alors, là, c'est la donnée cadastrale géométrique. La donnée D'accord. cadastrale complète, j'y ai pas accès, hein, en tant que société privée. Où il faut Mais la payer cher. non, c'est Sébastien Maison, le spécialiste de ça. Et c'est quoi l'avantage de ce découpage quand on les découpe de cette façon? Bah, Par c'est rapport pour à ça. analyser la propriété. En fait, c'est un découpage légal. Le producteur de cette donnée, c'est la direction des impôts. Ah, ok, je vois. Non, c'est Ça a plus valeur logique. fiscale, en fait, hein. D'accord. Alors, la donnée complète, bah, il y a la liste de tous les propriétaires, de tous les lots, de chacune des parcelles. Ça marche. Là, c'est juste la géométrie. Moi, je me sers du cadastre pour analyser la géométrie, en fait. Oui, enfin, pour faire des calculs, notamment en croisant ça avec les plans d'urbanisme municipaux. Par D'accord. exemple, pour déterminer les potentiels de constructibilité. On imagine que mon client soit un aménageur foncier, un promoteur foncier. Lui, ce qu'il voudra savoir, c'est combien de mètres carrés je peux construire sur une parcelle donnée. Donc là, je vais rentrer dans une analyse fine de la géométrie. D'accord, je vois. Donc c'est un outil fait juste pour ça, c'est ça? Ou Ouais, parce que oui, c'est le petit POC que vous voyez à l'écran, c'est pour construire un outil d'analyse pour les promoteurs immobiliers. D'accord, je vois. Ok, c'est plus clair maintenant. Merci. Je vous en prie. Après, le cadastre est très utilisé dans tout ce qui est travaux publics, vu qu'il a une valeur juridique aussi. Oui, Par exemple, pour savoir où est-ce qu'on peut faire passer des câbles, des choses, si on passe dans la voie publique, en fait, hors parcelle cadastrale ou chez des gens. Enfin, D'accord. alors vous remarquerez que souvent les rues ne sont pas cadastrées. Ouais, c'est ça le truc. Oui, mais c'est pas le cas C'est partout. Il y a c'est que les propriétaires, les propriétés. Ouais, alors en fait, pas exactement, parce qu'il y a des parcelles de voirie de temps en temps qui appartiennent à la ville de Paris. Là, on a Ah, une ok. parcelle avec un parc, par exemple. ouais, D'accord. si on Et regarde. ensuite, à l'intérieur du cadastre, donc c'est quand même un jeu de données national avec une couverture nationale, mais la qualité est complètement hétérogène. Donc, à Paris, c'est bonne qualité, et puis il y a des endroits où c'est moins bon. Par exemple, quand vous vous baladez sur les escaliers de Montmartre, il y a une parcelle cadastrée tout de même. Ah oui, et Je le vois. funiculaire là, de Montmartre aussi, c'est une parcelle à part entière qui doit appartenir à la RATP, j'imagine. Et du coup, vous êtes les seuls qui font ce type de carte ou Oh, en France, ouais, il y a des boîtes privées qui font ça, mais d'accord. pas pour faire la même chose que moi, mais Mais donc, dans ce cas, c'est open source, c'est ça? ah bah oui. Ah ouais, D'accord. oui, uniquement open data et open source. Bon, Je- la donnée enfin, est mise en open data. Après ce que font Myriadeg et Simon, enfin, c'est pas de l'open source. Ah, ok. Non, c'est pour concevoir des produits. D'accord. Je vois. Ok, Ryan, merci en tout cas. Merci.
est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un, enfin, je pense qu'on peut vraiment remercier Myriadeg et Simon enfin, pour cette démonstration et de la valeur de la donnée géographique finalement et les différents usages qu'on peut en faire, puisque en gros, on a à peine balayé les quelques cas d'usage de ce qu'on pouvait en faire. Je me suis permis de faire 2 ou 3 posts sur les réseaux pour rappeler à quel point la transformation numérique des organisations passait aussi par là, par l'appropriation de ces données géographiques. Donc, effectivement, dans tout ce qui est retail et tout, c'est sûr qu'on en voit déjà la valeur. Myriadeg ici, avec le cadastre, nous rappelle à la fois sur la partie BTP et à la fois sur la partie, effectivement, promotion immobilière, à quel point ces jeux de données géographiques sont intéressants. Et ce ne sont pas les seuls cas d'usage où ça va être pratique, puisque y compris dans le web, et dans le trafic web, aujourd'hui, c'est quand même très pratique de savoir où se situe un serveur. Donc, les cas d'usage sont vraiment larges. Et ouais, on est content d'avoir ces données en open data. Et par contre, comme l'a dit Myriadeg, et pour résumer, voilà, il y a un gros travail de consolidation à faire quand on pour se les approprier et faire correspondre effectivement ces données-là aussi avec celles des systèmes opérationnels. Myriadeg et Simon, je vous laisse le petit mot de la fin. Et puis voilà, on se retrouve jeudi pour un autre webinaire. Nouvelles aventures. Écoutez, merci à tous. C'était une présentation un peu généraliste, hein, on n'est pas rentré trop dans des détails. Ce que je vous propose, c'est que pour la prochaine fois, on fasse quelque chose de peut-être plus thématique sur un sujet plus précis. Voilà. Et puis éventuellement, donc, sur l'aspect des nuages de points que j'aime beaucoup, éventuellement organiser un événement à part entière. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter par mail. Et puis, pour ceux qui veulent monter une petite stack Docker PostGIS, qu'ils m'écrivent et je donnerai l'accès à un repo GitHub. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Anne. Bye.